I'm 75 now, and I can't remember anybody except the Queen being there. Elle pensait avoir enfin gagné. Après des décennies de diffamation, d'ignorance et de mépris, Camilla avait atteint le sommet de sa longue et calculée ascension. La reine Élisabeth II disparut et la couronne fraîchement posée sur la tête de Charles Camilla entra dans le bureau privé du défunt monarque au château de Balmoral, non pas en invitée, mais en nouvelle maîtresse. Les murs en acajou qui autrefois reflétaient la présence affirmée d'une reine ayant régné pendant plus de 70 ans se figèrent désormais dans un silence inquiétant. Pour Camilla, c'était plus qu'une pièce, c'était le symbole même du pouvoir qu'elle avait tant rêvé de toucher, et enfin, elle pouvait le commander. Mais le destin a son sens cruel de l'ironie. Dans son moment de triomphe, Camilla tomba sur une relique introuvable, une vieille armoire en chêne couverte de poussière et oubliée dans un coin. Ses doigts hésitaient en effleurant sa surface, une étrange sensation lui parcourant l'échine. Quelque chose dans l'air changea. Lorsqu'elle ouvrit le tiroir grinçant, elle ne trouva ni bijoux royaux ni décrets cérémoniels, mais quelque chose d'infiniment plus dangereux, une petite boîte en bois, fermée par un loquet rouillé épargné par le temps, mais chargée de secrets. À l'intérieur, une liasse de lettres nouée d'un ruban rouge délavé attendait silencieusement. Camilla les démêla avec précaution, le cœur battant, tandis que l'élégante écriture révélait l'écriture caractéristique de la reine Élisabeth elle-même. Il s'agissait de lettres privées adressées à Sir Godfrey Helmsworth, un nom si profondément enfoui dans les archives royales que même Camilla, malgré toute son influence, n'en avait jamais entendu parler. Un thérapeute royal. Cette implication lui donna des frissons. Les mots d'Élisabeth transpercèrent le mythe royal comme une lame. La reine avait avoué Charles souffrait d'instabilité émotionnelle depuis son enfance. « Il n'a jamais appris à aimer », écrivit-elle. Nous avons essayé de le façonner en roi, mais ce faisant, nous l'avons brisé. Chaque phrase était une révélation non seulement de la culpabilité d'une mère, mais aussi d'une machine royale bâtie sur la répression et le déni. Les mains de Camilla tremblaient en réalisant la gravité de ce qu'elle tenait. Il ne s'agissait pas seulement de confession familiale, mais d'armes potentielles capables de déclencher un scandale susceptible d'ébranler les fondements même de la monarchie. À mesure qu'elle lisait, la douleur d'Élisabeth devenait palpable. Elle avouait avoir caché les problèmes émotionnels de Charles au public, même à ses proches conseillers. Un passage s'est gravé dans l'esprit de Camilla. « J'ai protégé la couronne, mais j'ai peut-être trahi mon fils. » L'éternel conflit du monarque, famille contre devoir, était mis à nu dans une encre désormais tachée par le temps. Les lettres confirmaient non seulement les luttes intérieures de Charles, mais aussi la décision consciente de la famille royale de tout enterrer. L'esprit de Camilla s'emballait. Le public adorait Kate. Tout comme Diana autrefois, Kate captivait les cœurs sans effort par sa grâce, sa chaleur humaine, sa connexion naturelle avec les gens. Camilla, en revanche, restait controversée. Malgré son nouveau titre, elle sentait le regard du public remettre en question sa place auprès du roi. Ces lettres, cependant, pouvaient tout changer. Elles pouvaient être utilisées pour forcer Charles à se soumettre, réduire Kate au silence et faire pencher la balance en sa faveur. Il suffisait à Camilla d'exercer la pression nécessaire. Forte de ses secrets, elle tenait désormais le pouls royal entre ses mains. Elle plia les lettres, les remit dans la boîte et ne prit pas la peine de la refermer. Un geste symbolique peut-être, le pouvoir, croyait-elle, ne devait plus être caché mais ressenti. Mais Camilla ne réalisait pas que son emprise sur ce pouvoir était bien plus fragile qu'il n'y paraissait. Dans l'enceinte du palais, les yeux observaient, les oreilles écoutaient et les cœurs s'agitaient. Ce qu'elle avait trouvé n'était pas un trône à conquérir, mais une guerre à déclencher. Au même instant, dans une autre aile de Balmoral, William se tenait en silence, plongé dans une profonde contemplation inconscient de la tempête qui s'annonçait. Mais bientôt, l'héritage même de sa famille et le cœur émotionnel de l'identité de son père seraient révélés au grand jour. L'atmosphère à Clarence House n'avait jamais été aussi étouffante. Dehors, le vent d'octobre hurlait à travers les anciens vitraux, mais la véritable tempête grondait entre les murs de la résidence royale. L'opulente bibliothèque, autrefois lieu de sérénité intellectuelle, était devenue un champ de bataille. Son silence n'était troublé que par le crépitement sourd de la cheminée et la tension assourdissante entre deux personnages engagés dans une guerre psychologique. Camilla était assise, calme, ses ongles peints en rouge, tapotant légèrement la coudoir de son fauteuil recouvert de soie. Son sourire était froid, calculé. Ses lèvres se retroussaient non pas par affection, mais par la satisfaction de savoir qu'elle avait désormais le dessus. En face d'elle, le roi Charles était assis dans un silence gêné. Ses yeux enfoncés voilés par des années de lutte intérieure évitaient l'épaisse liasse de lettres posées sur la table d'ébène entre eux. L'écriture de sa défunte mère le fixait comme les fantômes d'un passé qu'il avait passé sa vie à refouler. Camilla se pencha en avant, sa voix volontairement douce, mais chaque syllabe avait le tranchant d'une lame. « Tu crois que je ne le vois pas, Charles ? Le monde tombe amoureux de Kate, sa présence, sa chaleur menacent tout ce que nous avons construit.
On l'appelle la nouvelle princesse de cœur. Tu te souviens de ce que cela a fait à Diana, n'est-ce pas? Ces paroles n'étaient pas de simples observations, mais des piques dirigées contre les plus profondes insécurités de Charles. Il tressaillit mais ne dit rien. Ses mains serraient les accoudoirs de velours, les veines saillantes, comme pour tenter de se maintenir ancré au cœur de la tempête émotionnelle déclenchée par Camilla. La lumière du feu projetait des ombres vacillantes sur son visage, lui donnant moins l'air d'un monarque que d'un homme acculé. Camilla, sentant sa vulnérabilité, pressa plus fort. Elle se leva, arpentant la pièce lentement d'un pas posé, sa robe de soie noire, murmurant des secrets en bruissant à ses mouvements. « Ces lettres, Charles, dit-elle en s'arrêtant près de la table, la main posée sur le vieux parchemin, elles changent tout. Le peuple ne verra plus un roi noble. Il verra un homme brisé, inapte à diriger. Est-ce là l'héritage que tu souhaites ? Ou devrais-je te rappeler que ce ne sont pas seulement les mots de ta mère, ce sont des confessions. La preuve que même elle pensait que tu n'étais jamais à la hauteur. » Charles leva les yeux à ces mots, la douleur qu'il ressentait étant presque insupportable. « Que veux-tu, Camilla ?» demanda-t-il d'une voix rauque, à peine plus qu'un murmure, mais ce murmure portait des décennies de fatigue émotionnelle, de blessures laissées à s'envenimer en silence. Il ne lui avait jamais tenu tête, non pas par manque de volonté, mais parce que des années d'obéissance intériorisée l'avaient laissé perplexe quant à la manière de commencer. Il avait été formé toute sa vie à être un monarque, pas un homme. Camilla n'hésita pas. « Je veux que Kate soit mise à l'écart, dit-elle sèchement, qu'on la retire du festival du printemps. Fini les sourires à la une, fini les discours sincères, elle n'est pas l'avenir de cette monarchie, moi si. » Sa demande résonna dans la pièce, son poids si lourd qu'il sembla apaiser le feu. Charles ne dit rien. Son silence, comme toujours, fut pris pour un consentement. Camilla esquissa un sourire narquois et se tourna vers la porte, le cuir de ses chaussures claquant sur le parquet comme les tic-tac d'un compte à rebours. Mais lorsque la porte s'ouvrit en grinçant, elle marqua une pause. Son instinct aiguisé par des années de manœuvres au palais lui murmurait qu'il n'était là pas seul. Et elle avait raison. Juste derrière la porte entr'ouverte cachée dans l'ombre du couloir se tenait le prince William. Il était revenu de Sandringham à l'improviste pour discuter de la logistique royale, mais ce qu'il avait entendu changea tout. Son cœur battait la chamade non seulement de colère, mais aussi de trahison. Une trahison envers son père, son épouse et l'avenir de la monarchie. La voix de Camilla, instrumentalisant sa douleur intime pour manipuler Charles et Kate, alluma en lui un feu qu'aucune formation royale ne pouvait éteindre. Camilla sortit de la bibliothèque, ignorant que William la suivait du regard à chaque pas. Il resta immobile, les poings serrés, la mâchoire crispée, l'esprit en ébullition. Sa manipulation n'était plus un soupçon, c'était une certitude. Et maintenant, il fallait y mettre un terme. William attendit que ses pas disparaissent dans le couloir avant d'ouvrir la porte de la bibliothèque. La vue de son père affalé dans le fauteuil de velours, les larmes au bord du gouffre le transperça plus profondément qu'il ne l'aurait cru. La liasse de lettres reposait toujours sur la table telle des accusatrices silencieuses. William prit une profonde inspiration et s'avança. « J'ai tout entendu, père, » dit-il d'une voix chargée d'émotion. Elle se sert du passé pour vous retenir en otage, et maintenant, elle veut détruire Kate pour se protéger. Charles leva les yeux rouges et humides. L'espace d'un instant, il ne fut plus un roi, mais un homme brisé, prisonnier de la honte marqué par l'histoire et incertain de pouvoir un jour s'en libérer. « Tout est vrai, Will, murmura-t-il. Tout ce que ta grand-mère a écrit, je n'ai jamais appris à aimer car on ne m'a jamais appris à ressentir. J'ai toujours craint d'être non seulement un mauvais père, mais aussi un roi raté. » La douleur dans sa voix était vive, mais pour William, elle était aussi éclairante. À cet instant, il percevait clairement l'ampleur de la tâche qui l'attendait. Il ne s'agissait pas seulement de protéger sa femme ou d'affronter Camilla, il s'agissait de sauver son père, des cicatrices de son passé et de la femme qui les exploitait. William s'agenouilla près de son père et posa une main ferme mais douce sur son épaule. « Nous n'avons pas besoin d'être parfaits, père, mais nous devons être honnêtes. Je serai à vos côtés. Nous allons reprendre ce qu'elle a essayé de vous voler, votre dignité, votre voix et l'avenir de cette famille. » Et dans ce silence, tandis que les flammes projetaient de longues ombres sur les murs de pierre, quelque chose changea. La guerre que Camilla avait déclenchée était désormais pleinement réveillée. Mais elle avait gravement sous-estimé la force d'un fils déterminé à protéger sa famille et l'âme même de la monarchie. Clarence House était silencieuse, mais entre ses murs, les souvenirs s'agitaient avec une clarté brutale. Après les paroles de William, Charles se retira dans son bureau privé, non pas pour se retirer, mais pour affronter les fantômes d'une enfance enfouie sous des couches de devoir et de honte. Le ciel du soir au dehors était teinté de gris mélancolique, comme s'il faisait écho aux troubles qu'il ne pouvait plus réprimer. Les lettres de sa mère restaient intactes sur le bureau, pourtant leur présence était étouffante, tel un miroir reflétant des vérités trop longtemps ignorées. Il resta assis en silence, les mains tremblantes sur le bord sculpté de son bureau. Ses pensées revinrent malgré lui à Gordonstoun, le tristement célèbre pensionnat du Nord, venteux de l'Écosse, où son père, le prince Philippe, avait insisté pour qu'il aille. Ce pensionnat censé l'endurcir faillit le briser.
Charles se souvenait du froid mordant de ces dortoirs de pierre des surveillants impitoyables et des nuits d'orage où même les murs semblaient lui pleurer. Une nuit revint avec une précision cruelle. Il n'avait que 13 ans. La pluie fouettait les fenêtres s'infiltrant par une vitre brisée, trempant sa fine couverture et son matelas dur. Ses doigts, raidis par le froid, tentèrent d'écarter le lit de la fuite, mais un élève plus âgé le rattrapa et aboya « Remets-le, mauviette !» L'humiliation ne cessa pas avec l'ordre. Elle fut suivie d'un silence, celui qui isole et brise un jeune cœur. Cette nuit-là, Charles ne dormit pas. Il resta recroquevillé contre le froid, le corps tremblant mais son âme encore plus profondément gelée. Le lendemain matin, il n'y eut aucun répit. Sur le terrain de sport boueux, un groupe de garçons le railla tandis qu'il tâtonnait avec le ballon de rugby. Il glissa, tomba la tête la première dans une flaque d'eau et entendit l'un d'eux crier « Lève-toi, prince choyé, tu croyais que la royauté ne se salissait pas ?» Des rires fusèrent durs impitoyables. Charles se leva lentement, la boue collant à son uniforme, sa fierté s'effondrant. Il n'osa pas pleurer. À Gordonstoun, les larmes étaient une arme pour la cruauté. Et pour un garçon destiné à devenir roi, la faiblesse n'était jamais pardonnée. La froideur affective ne s'arrêtait pas aux portes de l'école. Ses parents, Élisabeth et Philippe, incarnèrent des mondes opposés, sa mère reine avant d'être mère. Son père officier de marine forgé par la guerre pour qui affection rimait avec douceur. Charles aspirait à la chaleur, à une caresse sur l'épaule, à un mot de réconfort, mais il ne trouvait à la place que des sourires répétés et des obligations officielles. Aux yeux du monde, il représentait l'avenir de la monarchie. À ses yeux, il n'était qu'une ombre cherchant à s'intégrer. Une lueur de réconfort lui était venue de Lord Mountbatten. Lors d'une de ses visites, Mountbatten avait trouvé le jeune Charles seul, blotti dans un coin du dortoir, le regard vide. Il parlait peu, mais lorsqu'il parlait, une vague de douleur se déversait sur lui, le seau d'eau froide, qui le réveillait chaque matin, l'humiliation d'être moqué pour ses pleurs, son désir silencieux d'être serré dans ses bras, ne serait-ce qu'une seule fois. Mountbatten avait écouté en silence, posant une main ferme et rassurante sur l'épaule de son neveu. Plus tard, Mountbatten retourna au palais de Buckingham et confronta Élisabeth. « Il faut le ramener à la maison », insista-t-il. « Il ne devient pas plus fort, il disparaît. » Élisabeth, partagée entre son rôle de monarque et celui de mère, écouta, mais resta muette. Philippe refusa. « Il doit être roi avant de pouvoir être autre chose », avait-il insisté d'une voix glaciale. Cette phrase resta gravée dans la mémoire de Charles plus longtemps que n'importe quelle insulte à l'école. Ainsi, les années passèrent, 5 longues années à Gordonstoun, où chaque jour érodait un peu plus son esprit. Désormais, assis dans le silence de Clarence House, Charles sentait ses blessures se rouvrir. Les menaces de Camilla l'avaient forcé à revisiter des souvenirs qu'il avait enfouis derrière les protocoles royaux et les cérémonies. Mais il ne s'agissait plus seulement du passé. Il s'agissait du présent du pouvoir que Camilla exerçait désormais sur lui grâce à la vérité qu'il avait trop peur de partager. Ces mots le hantaient, ils verront un patient, pas un roi, et pour la première fois, il se demandait si cela serait vraiment si terrible. Puis arriva l'enveloppe déposée discrètement sur son bureau par William. L'écriture était sans équivoque celle de la reine Élisabeth II. Son cœur se serra. Ses doigts hésitaient avant de l'ouvrir enfin. À l'intérieur, une courte lettre écrite avec la retenue d'une mère, mais empreinte d'un regret rarement vu dans l'encre royale. « Si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus à tes côtés. J'ai commis des erreurs, Charles. J'ai trop souvent choisi le devoir. J'ai laissé Philippe t'éloigner. J'aurais dû t'écouter davantage, te serrer davantage dans mes bras et te protéger d'un monde qui attendait de toi que tu sois roi avant même d'être un enfant. Pardonne-moi, mon fils. » Les mots se brouillèrent, tandis que des larmes lui montaient aux yeux. Pour un homme qui avait régné sur des royaumes et traversé des couronnements, c'était une phrase simple, « Pardonne-moi, mon fils », qui le déstabilisa. Il plia soigneusement la lettre, la pressant contre sa poitrine, tandis que des larmes coulaient enfin non cachées mais autorisées. Dans le silence de ce bureau, Charles pleura, non pas comme un monarque mais comme un homme. Pendant des décennies, il avait porté une couronne forgée en silence. Maintenant, enfin, il s'autorisait à ressentir. La foi de William était devenue sa bouée de sauvetage. Et dès cet instant, Charles commença à se demander s'il avait survécu à une jeunesse sans amour et à des décennies d'isolement intérieur. Peut-être lui restait-il encore du temps non seulement pour régner, mais aussi pour guérir, et pour enfin vraiment vivre. Le matin suivant, l'émouvante confession de son père, le prince William, était assis seul au palais de Kensington, la posture immobile mais l'esprit brouillé par la précision. L'émotion brute de la veille avait disparu. À sa place, une détermination aguerrie. La trahison dont il avait été témoin, la manipulation de Camilla, sa promptitude à révéler la douleur de Charles et sa tentative impitoyable de saboter Kate avaient réveillé non seulement la fureur d'un fils mais aussi le devoir d'un héritier. William comprit que ce n'était plus une affaire de famille, c'était une affaire de monarchie. Il convoqua son cercle le plus fidèle, 3 conseillers principaux qui avaient fidèlement servi sous la reine Élisabeth II.
Il ne s'agissait pas de simples assistants, mais de vétérans des opérations internes de la couronne, experts en enquête discrète, en diplomatie de palais et en gestion des dégâts. Ils entrèrent dans la pièce avec un respect solennel, pressentant l'ampleur de ce qui allait arriver. « Je ne la détruirai pas, dit William d'une voix calme mais ferme, car cela ferait d'elle une martyre. Mais je la déposséderai de ce à quoi elle tient le plus le pouvoir. Elle ne conservera que le titre de reine consort. Pour le reste, elle sera réduite au silence. » Le plan qu'il élabora n'était ni spectaculaire ni scandaleux, mais d'une précision chirurgicale. D'abord l'enquête. William ordonna un audit immédiat de toutes les communications entre Camilla et les agences de relations publiques externes. On murmurait depuis longtemps que Camilla, par l'intermédiaire de consultants officieux, façonnait son image tout en ternissant subtilement celle de Kate. S'il existait un lien entre elle et la récente vague de rumeurs dans les tabloïds visant la princesse de Galles, William le découvrirait. Ensuite, il y eut la question des finances. Camilla gérait plusieurs œuvres caritatives royales, certaines héritées de Charles, d'autres reprises lors de son ascension. William soupçonnait que les dons, destinés aux hôpitaux pour enfants, aux soins aux personnes âgées et aux refuges pour victimes de violences conjugales, étaient détournés par des tiers pour financer discrètement des campagnes de diffamation et influencer les médias. Il fit appel à une équipe discrète d'experts comptables dont la mission était claire, retracer chaque transaction, révéler chaque irrégularité et constituer un dossier inattaquable. Pendant tout ce temps, William gardait le secret sur ses actions. Il savait que Camilla était rusée et profondément connectée au palais et dans la presse. Une simple fuite pourrait lui donner le temps de manipuler les récits ou de crier à la persécution. Pour l'instant, elle devait ignorer que le terrain était déjà en train de bouger sous ses pieds. Mais William n'en avait pas fini. Il commença à planifier une réunion d'urgence avec le conseil privé, l'organe consultatif traditionnel du souverain. Bien que largement cérémoniel ces dernières décennies, William en comprenait la portée symbolique. S'il parvenait à y présenter des preuves, sous couvert de protéger la dignité de la monarchie, il pourrait obtenir un consensus pour restreindre l'autorité de Camilla. Plus besoin de représenter la couronne lors d'événements publics, plus d'accès direct aux fonds caritatifs, plus de rôle médiatique. Le titre de reine consort serait conservé, mais il deviendrait ce qu'elle redoutait le plus, une coquille vide. Pendant ce temps, William contactait discrètement la sécurité du palais et le bureau des communications royales. Il s'assurait que toutes les déclarations officielles, invitations ou agendas publics concernant Camilla soient transmis à son bureau pour examen. Il ne se contentait pas de réagir, il reprenait le contrôle du cœur opérationnel de la maison royale. Au fil des jours, les preuves ont commencé à affluer. Un cabinet de conseil privé basé à Soho avait bel et bien reçu des paiements provenant d'une œuvre caritative fictive au nom de Camilla. Des courriels divulgués ont révélé des stratégies de relations publiques détaillées visant à affaiblir la présence médiatique de Kate. L'un des messages contenait même une phrase glaçante « Trop de soleil abîme la couronne, l'atténuer équilibrera l'effet visuel ». 6 juin se trouvèrent des brouillons de presse et des suggestions de récits critiquant subtilement l'éducation parentale, la garde-robe et l'émotivité excessive de Kate. La preuve irréfutable que William espérait était désormais entre ses mains. Il existait également des traces de campagnes médiatiques coordonnées qui coïncidaient, étrangement, avec des apparitions royales importantes de Kate. Lors de sa visite dans un centre de santé mentale pour enfants plus tôt cette année-là, 3 tabloïds ont publié des articles négatifs en l'espace de 24 heures, chacun remontant à la même entreprise. L'équipe de William a relié les points. Le tableau était désormais limpide. Camilla avait instrumentalisé l'affection du public non seulement pour contrôler mais aussi pour se venger. Mais Guillaume ne laissa rien paraître de son triomphe. Il savait que l'acte final devait se jouer avec retenue et non avec colère. Il prépara une présentation au conseil privé détaillant non seulement les irrégularités financières, mais aussi le coût émotionnel pour Charles, l'image ternie de la monarchie et la trahison de la confiance au plus haut niveau. Il insista sur le fait qu'il n'y aurait pas d'accusation formelle mais seulement une réorganisation des rôles afin de préserver la dignité et l'unité de la famille royale. Le conseil composé d'hommes d'État chevronnés et de monarchistes loyaux écoutait dans un silence stupéfait. Personne n'osait s'élever contre Guillaume. Dans sa voix, ils entendaient en non pas la vengeance, mais l'héritage d'Élisabeth. Une voix de clarté, de fermeté, de force tranquille. Le vote fut adopté sans la moindre objection. Et la machine se mit en marche. En 72 heures, des notes internes ont privé Camilla de son droit de représenter la couronne en public. Son accès aux médias directs a été révoqué. Le personnel du palais a reçu l'ordre de suivre une nouvelle chaîne de commandement qui ne la concernait plus. Les œuvres caritatives portant son nom ont été placées sous la surveillance de comités royaux. William ne l'avait pas détruite, il l'avait neutralisée. Camilla resta inconsciente jusqu'au moment où elle fut convoquée à Clarence House, où Charles l'attendait, non pas comme le mari tremblant qu'elle avait autrefois commandé, mais comme un homme qui commençait à retrouver sa voix. Et à côté de lui, se tenait William Grand, inébranlable, tenant le dossier comme un décret silencieux. Dans cette pièce, quelque chose d'irréversible allait se produire. L'air du soir à Clarence House était inhabituellement calme, comme si les murs eux-mêmes se préparaient à la confrontation.
La grande bibliothèque tapissée de chênes polis et ornée de portraits silencieux de monarques disparus depuis longtemps témoignait d'un règlement de comptes vieux de plusieurs siècles. Camilla entra avec son assurance caractéristique, la posture haute, le regard scrutant la pièce avec une froideur calculée. Elle avait été convoquée, mais on ne lui avait pas expliqué pourquoi. Ses talons claquaient sur le parquet résonnant comme un compte à rebours. Elle s'attendait à une hésitation, elle s'attendait à voir Charles, assis docilement, les yeux détournés, attendant des instructions. Ce qu'elle découvrit était tout autre. Son mari était assis droit dans le fauteuil de velours, les mains posées calmement sur les accoudoirs sculptés en forme de lion, l'expression indéchiffrable. Mais, à côté de lui, se tenait le prince William, sa silhouette imposante et silencieuse. Il tenait un épais dossier, preuve, conséquence, jugement. L'instant était lourd, suspendu à la lueur vacillante du feu dans la pièce. La voix de William rompit le silence mesuré et froide. « Vous demeurez reine consort de plein droit », dit-il, chaque mot étant mesuré. « Mais à compter d'aujourd'hui, vous n'êtes plus autorisé à représenter la monarchie à quelque titre que ce soit. Pas d'engagement avec la presse, pas d'obligation publique, pas d'accès aux fonds caritatifs. Vos communications seront régies par le protocole du palais. Vous ne parlerez que lorsque vous y serez autorisé. » Camilla cligna des yeux. Pendant un bref instant, elle sembla ne pas l'avoir entendu. Puis un rire aigu s'échappa de ses lèvres, aigu cassant comme du verre qui se brise sous la pression. « C'est une blague ?» demanda-t-elle, la voix tremblante sous le sarcasme. « Tu crois pouvoir me faire taire comme un serviteur réprimandé ?» Mais sa bravade ne pouvait masquer le changement de pouvoir. Elle se tourna vers Charles, s'attendant à une faiblesse. Au lieu de cela, elle vit de l'acier. Ses yeux, autrefois voilés par la peur et la honte, brillaient désormais d'une lueur qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Ce n'était pas de la rage, c'était de la délivrance. Un homme qui ne se cachait plus derrière la couronne, mais qui s'avançait sous son poids. William ne broncha pas. Il déposa le dossier sur la table entre eux d'un geste calme, presque doux. « Dans ce dossier, dit-il, se trouvent des communications entre vous et une agence de relations publiques engagée pour organiser des campagnes publiques contre Kate. Nous avons également documenté des transferts financiers de vos associations caritatives utilisées pour financer ces actions. Il y a des messages, vos mots, détaillant des stratégies visant à nuire à son image. » L'expression de Camilla se durcit. Sa main parfaitement manucurée tendit la main vers le dossier mais hésita. Avant même d'en lire une page, elle savait ce qu'il contenait. Elle avait été prudente, mais pas assez. Les messages qu'elle croyait supprimés, les comptes fictifs qu'elle supposait intraçables, tout avait été retrouvé. Son illusion soigneusement construite s'effondrait. Elle ouvrit néanmoins le dossier. Son regard parcourut les lignes accablantes paiement par transactions codées, brouillons médiatiques, rédigés pour semer le doute sur la personnalité de Kate et courriels privés dans lesquels elle qualifiait la princesse de Galles de « trop aimée, trop visible, dangereuse pour le trône ». Chaque ligne qu'elle lisait aggravait encore la situation. Ses doigts agrippèrent le bord du dossier, ses jointures blanchissant comme si elle pouvait vouloir faire disparaître les pages. Elle se tourna de nouveau vers Charles, aspirant désespérément à une soumission familière. « Charles !» dit-elle d'une voix plus basse, presque suppliante, « tu ne peux pas laisser faire ça. Je t'ai soutenu quand personne d'autre ne l'a fait. Je t'ai protégé. J'étais ta voix. » Mais l'homme devant elle ne s'inclina pas. Il parla doucement, sans hésitation. « Tu as utilisé ma douleur contre moi, dit-il. Tu ne m'as pas protégé, tu m'as enfermé. Et maintenant, grâce à William, je le comprends. » Les larmes lui montèrent aux yeux, mais il ne détourna pas le regard. Pendant des décennies, il avait été un homme déchiré par ses obligations, réduit au silence par le traumatisme. Maintenant, à cet instant, il choisissait d'être plus qu'un simple roi. Il choisissait d'être un père, un homme et quelqu'un qui ne serait plus lié par la culpabilité. Camilla le vit, et pour la première fois, elle comprit elle avait perdu. Non seulement le pouvoir, mais le contrôle, l'influence, la présence. William resta silencieux. Son devoir était accompli. Camilla referma le dossier sans un mot. Ses mouvements étaient de désormais lents, incertains. Sans un regard, elle se retourna et sortit. Ses talons ne résonnaient plus d'autorité, mais résonnaient sourdement dans le couloir. Chaque pas était une retraite vers l'insignifiance. Elle n'avait pas été détrônée, mais elle avait été décapitée. Et cela, pour une femme qui aspirait davantage au pouvoir qu'à l'héritage, était bien pire. Dans la bibliothèque, le silence revint. Mais cette fois, ce n'était pas celui de la peur, mais celui de la guérison. Charles resta assis, immobile, les mains posées sur les genoux, les épaules plus légères. Il ne parla pas, mais il n'en avait pas besoin. William posa doucement une main sur l'épaule de son père. Dans ce geste se trouvait tout ce qui n'avait pas été dit depuis des années, compréhension, pardon, et promesse de protection. Le lendemain matin, le personnel du palais reçut une note discrète. Tous les engagements impliquant la reine consort Camilla devaient être examinés et soumis à l'approbation du cabinet du prince de Galles. Son nom figurerait dans les programmes, mais sa présence resterait. À huis clos, le plan de William avait été exécuté avec précision. Et pour la première fois depuis des décennies, Charles s'est réveillé sans redouter la journée à venir, mais avec un sentiment proche de la paix.
Une semaine après la confrontation qui avait réduit Camilla à l'état de coquille cérémonielle, le prince William invita son père à la bibliothèque de Windsor, un lieu où l'âme de la monarchie subsistait dans chaque livre ancien et chaque ombre silencieuse. La pièce était doucement éclairée par des appliques murales et l'air était chargé d'un parfum de chêne et de parchemin. Ce n'était pas une chambre royale destinée aux déclarations ou aux décrets, mais un sanctuaire propice à la réflexion. Là, William déposa une enveloppe devant Charles. Elle portait l'écriture de la reine Élisabeth II, élégante, précise et indéniablement maternelle. « J'ai trouvé ça dans les archives de grand-mère », dit doucement William d'une voix calme mais résolue. « Elle le destinait à toi, à cet instant précis. » Charles la fixa, ses doigts tremblant légèrement, tandis qu'il traçait de l'écriture familière. Il ouvrit l'enveloppe avec la précaution d'un homme touchant une terre sacrée. À l'intérieur se trouvait une courte lettre. Son message était simple, mais sa signification profonde. « Si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus à tes côtés. J'ai préféré le devoir à la maternité plus de fois que je ne veux l'admettre. Je pensais élever un roi, mais je vois maintenant que j'ai renié mon fils. Je regrette Gordonstoun. Je regrette les silences. Je regrette de ne pas t'avoir tenu dans mes bras quand tu en avais le plus besoin. Pardonne-moi, Charles. Pardonne à ta mère. » La lettre glissa des mains de Charles, les larmes aux yeux. Pendant des décennies, il avait cherché l'approbation d'une mère qui ne pouvait jamais la lui donner. Maintenant, en son absence, elle lui offrait la reconnaissance qu'il désirait tant. Il pressa le papier contre sa poitrine, et pour la deuxième fois en autant de semaines, il pleura. Non pas de honte, mais de soulagement. Son passé lui avait enfin parlé avec vérité. Et il ne le retenait plus prisonnier. À côté de lui, William ne disait rien. Il ne consolait pas par des mots, mais par sa présence immobile, inébranlable. Ensemble, père et fils, étaient assis dans le silence sacré de Windsor, ni roi ni prince à cet instant, mais simplement deux hommes se réconciliant avec une histoire gravée par des générations de silence. Au printemps suivant, l'Angleterre a assisté à une émission sans précédent intitulée « Psychologie et succession ». Le tournage ne s'est pas déroulé dans la splendeur du palais de Buckingham, mais dans un modeste studio drapé de doux velours gris. Charles n'y est pas apparu en tenue royale, mais dans un simple costume bleu marine. Pas de médaille, pas de sceptre. Juste un homme prêt à affronter la vérité devant son peuple. « Je croyais autrefois qu'un roi ne devait jamais pleurer », commença Charles d'une voix ferme, mais chargée d'émotion. « Je pensais que montrer sa faiblesse équivalait à renoncer à son autorité. Mais en vérité, j'ai été élevé pour tout réprimer. À Gordonstoun, je dormais dans des draps mouillés. On se moquait de moi parce que j'avais besoin de chaleur. On m'a appris que le silence était une force. » Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots retomber. Partout en Grande-Bretagne, des cottages du Yorkshire aux appartements de Brixton, les spectateurs se penchaient. « Mais j'ai fini par comprendre, poursuivit-il, que le véritable leadership ne se trouve pas dans la répression. Il se trouve dans l'honnêteté, dans l'amour, dans la guérison. Pour la première fois dans l'histoire royale britannique, un monarque régnant a publiquement reconnu son traumatisme psychologique et a appelé à une nouvelle ère de compréhension émotionnelle au sein de la couronne. » La voix de Charles tremblait, mais il ne s'en cachait pas. « Grâce à mon fils, j'ai appris que le poids de la couronne doit être partagé et non enfoui sous le silence. » Les larmes ont coulé à flot, et pas seulement celle du roi. Dans tout le Royaume-Uni, des millions de personnes ont été émues. Les réseaux sociaux se sont enflammés de soutien qualifiant cet événement de rapport royal, de renaissance de la monarchie. Le Guardian a salué cette décision comme une faille nécessaire dans l'armure. Même les critiques ont été réduites au silence par la sincérité. Entre-temps, Camilla avait disparu de la vie publique. Confinée à Highgrove House, elle restait techniquement reine consort, mais en pratique, son influence s'était complètement dissipée. Ses œuvres caritatives étaient désormais gérées sous la supervision royale. Son nom était absent des points de presse. Elle ne foulait plus les tapis rouges des soirées de gala, ni n'apparaissait aux gardes en partie. Celle qui avait autrefois soutenu le roi voyait désormais la monarchie évoluer sans elle, et cela la blessait plus que l'exil. Au sein du palais, la transformation était visible. Kate, autrefois ciblée pour sa popularité, s'imposait désormais incontestablement comme le visage de la monarchie moderne. Ses apparitions publiques étaient à la fois gracieuses et réalistes. Elle visitait des hôpitaux pour enfants, parlait ouvertement de santé mentale, réconfortait des veuves de guerre et serrait des mains dans les rues bondées. Elle ne portait pas de couronne, mais portait le poids de l'espoir d'un peuple. En sa présence, le public ne percevait pas un privilège, mais une mission. Son aura n'était pas celle de la grandeur, mais de la grâce. William se tenait toujours à ses côtés inébranlables, serein, mais arborant désormais la confiance tranquille d'un homme qui avait défendu l'essentiel. Lors d'une cérémonie printanière au palais de Buckingham, il s'adressa à une salle remplie de dignitaires, de dirigeants mondiaux et de citoyens. « Le véritable pouvoir, déclara-t-il, ne réside pas dans le nombre de personnes que l'on gouverne, il réside dans le nombre de personnes que l'on est prêt à protéger même si cela implique de renoncer à son propre confort. » La salle éclata d'applaudissements. Ces paroles résonnèrent non seulement par leur force, mais aussi parce qu'elles avaient été vécues.
Ce n'était pas un homme prêchant avec un pouvoir hérité. C'était un fils qui avait sauvé son père, un mari qui avait défendu sa femme et un futur roi qui avait choisi l'honneur plutôt que la tradition. Et quelque part loin des caméras dans le calme de son jardin de Highgrove, Camilla était assise, les yeux fixés sur un magnolia en fleurs. Les pétales tombaient doucement au sol. Elle ne disait rien. Aucun journaliste n'arrivait. Aucune lettre n'arrivait. Aucun titre ne portait son nom. Le silence qu'elle avait autrefois exercé l'enfermait désormais. Elle portait toujours son titre, mais le monde avait évolué. Le pouvoir, comprit-elle, enfin, ne se garde pas, il se mérite. Et une fois perdu, aucune couronne ne peut le reconquérir. Pendant ce temps, dans les couloirs renaissants de la monarchie, un nouvel héritage prenait forme. Un héritage fondé, non pas sur la peur, le secret ou la manipulation, mais sur l'amour, le courage et la décision d'affronter le passé afin que l'avenir puisse enfin respirer librement.